Sachez que l'année prochaine, la disserte de philo portera sur, je cite, la violence. Par exemple, à l'EM Lyon ou à l'EDEC, on peut retrouver des questions en maths où il faut montrer quelque chose, on n'en est pas capable, mais derrière, ils admettent le résultat. Non. Donc tu sautes la question. Non, parce que les decks c'est facile. Parce que les decks et l'EM Lyon c'est facile. Ouais, c'est vrai. Avant que cette vidéo commence, sachez qu'il s'agit d'un best-of des meilleurs moments du live réalisé sur la chaîne Twitch d'Henri consacré à la prépa. L'objectif est de répondre aux questions reçues, mais aussi de revenir sur quelques anecdotes sympas. Aujourd'hui, c'est un stream qui va être un peu particulier, parce que je ne serai pas seul, mais aussi parce qu'on traite un sujet que je n'ai pas traité depuis très longtemps, qui est... la classe préparatoire, les amis. Alors les gars, vous le savez, je l'ai rabâché, je l'ai rabâché je sais pas combien de fois. J'ai fait une classe préparatoire, j'ai été en école de commerce, j'ai été diplômé cette année. Et là, en ce moment, on est en avril. Et en avril, c'est la période où il y a les concours pour les écoles de commerce et aussi pour les prépa ingénieurs, les vétos, etc. Nous, on va surtout traiter du thème de la classe préparatoire en voie éco parce que c'est ce que j'ai fait et c'est là où je suis le plus légitime. Sauf que comme ça fait maintenant à peu près 6-7 ans que j'ai pas mis les pieds en classe prépa, les choses qui ont marché pour moi à l'époque marchent plus forcément aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour ce live, où j'ai juste envie de répondre à vos questions, je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un de mes potes de classe préparatoire, qui s'appelle Pichino, qui a lancé une boîte qui s'appelle Mission Prépa, dont le but est d'accompagner les élèves en classe préparatoire pour les aider au mieux à se préparer pour les concours et donc obtenir les meilleures notes. Chers amis, j'ai une chaise à côté de moi et on va accueillir tout de suite un de mes potes, un de mes meilleurs potes. Un tonnerre d'applaudissements pour Pichino. Allez, viens par là. Allez, j'arrive. Hop! Hello tout le monde. Alors c'est la première apparition de Pitchy sur Twitch, accueillez-le bien les frérots. Ouais, clairement je suis un dinosaure, j'ai jamais fait de Twitch ou quoi que ce soit. Vous verrez, ah oui en plus il y a les alertes sur ta tête là, c'est... ouais nickel, c'est sympa, hein. Je suis censuré d'entrée. Vous verrez le contraste de sérieux entre nous deux. En un il est bien habillé et de l'autre côté t'as moi... Ouais, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je pense que le contraste se voit très très vite. Hein. Oui. Vas-y. C'était quoi ta matière préférée en prépa? Moi en prépa, j'étais super fort en maths. Ouais, et moi c'était la philo, tu vois. Ouais, le contraste direct même. Aussi, pareil. Mais donc, du coup, comment tu vas, Henri? Tout va bien. On est accompagné d'un de mes potes. On va vous parler de la classe préparatoire aujourd'hui. Et du coup, Pichi, est-ce que tu peux parler un petit peu de. Déjà, présente-toi et parler un petit peu de ce que tu fais actuellement. Ouais, écoute, tu m'as plutôt bien introduit. Donc, moi, je m'appelle Pichino. Pierre Alexis, du coup, mais bon, on garde le surnom italien pour les intimes. Alors moi en fait je suis le co-directeur des programmes de Mission Prépa, donc c'est tout simplement une boîte qu'on a lancée il y a un peu plus de 4 ans qui consiste à accompagner les élèves durant tout leur cursus préparatoire ECG, ECT. Donc on propose vraiment de tout, on propose de l'aide évidemment gratuite, on propose énormément de contenu avec des correcteurs, des concepteurs pour aider à mieux comprendre les attentes de concours, on propose évidemment des prépas complémentaires, des dossiers, des stages de remise à niveau. Donc en fait notre objectif c'était vraiment de montrer qu'il y avait une compatibilité en fait entre les étudiants qui ont réussi les concours et les professeurs qui enseignent en classe préparatoire. Ouais. Donc vraiment c'était de montrer qu'on pouvait être accompagné par des étudiants qui ont réussi dans leur matière et à la fois réussir ces concours aussi tout simplement. Donc voilà, et démocratiser tout ça puisque comme tout est en ligne ça permet à des étudiants, fun fact, on a pas mal d'étudiants qui sont au Maroc, en Outre-mer, on a des étudiants partout en France, donc c'est vraiment cool de voir qu'il y a une diversité monstrueuse en prépa quoi. Et en gros Pichi maintenant est actuellement est-ce qu'on peut dire prof ou prof de culture générale slash philo, et en gros il traite des thèmes passionnant pour chaque année. Et d'ailleurs le nouveau thème pour la classe préparatoire cette année est tombé les gars. Sachez que l'année prochaine la disserte de philo portera sur, je cite, la violence. Je sais pas qui a décidé de mettre ce sujet. Ouais, je pense que les élèves vont se tirer une balle. Je crois que ton bébé il est bien représentatif là. Frère, pour le coup, la violence. C'est Francis Ngannou qui a lancé je tape des gens pour vivre. C'est ça que je fais comme progression. Tu te rappelles du premier concours blanc de pré-rentrée en cube pour toi? Fait tabasser. Horrible. Vous savez, genre, je crois que j'ai eu un truc genre 4 en philo. Et pour revenir à ce que je disais, c'est le livre de je suis allé voir mon prof, je lui ai dit monsieur, c'est ma dernière année,
Dites-moi juste comment avoir 10, s'il vous plaît. J'en ai rien à foutre de philosophie, j'en ai rien à foutre de votre matière. Je veux limiter la casse, tu l'as dit. Je veux juste limiter la casse. 19, 15, 11. Et je suis allé voir mon prof d'économie, de philo. Je lui ai dit ça à la 2e séance de philo. Mais vraiment, il t'a regardé, il s'est dit mais vraiment moi aussi j'ai des élèves que je mérite. Vraiment il s'est dit bon on en est là. Deuxième cours il a aucun espoir. Il m'a dit bon limite-moi la casse. Non mais c'était terrible, c'était terrible. En première année moi je vous recommande vraiment de commencer par bourriner les bases des mathématiques et des langues parce que vraiment c'est des valeurs sûres. Je pense que toi t'as pu le constater dans tes années de prépa. Ouais parce qu'en fait les langues ainsi que les mathématiques en réalité c'est des matières c'est binaire dans le sens où t'as bon ou t'as faux en réalité. Donc en fait si jamais dès le début de l'année tu sécurises ces matières là, donc l'anglais, le chinois, l'espagnol, tout ce que tu veux, si tu sais parler ces langues là on peut pas dire t'as faux. Donc en fait tu sécurises tes points directement et pareil pour les mathématiques, si tu as bon bah t'as bon et t'as les points. Et vu que ton classement au concours est défini en fonction de la moyenne de toutes tes moyennes générales dans les différentes matières, c'est mieux de sécuriser que c'est les valeurs dites sûres qui sont les matières comme les langues et les maths. Et après, une fois que tu es vraiment à l'aise dans ces matières-là et que tu as compris la logique, c'est un peu, pour vous donner une image, c'est un peu comme un jeu vidéo quoi. Plus tu gagnes d'XP, moins tu as besoin de bosser pour avoir les mêmes là c'est sûr, là c'est sûr tu les marques là. Ouais, voilà mais t'as capté genre quand t'es à un niveau 200, regarde par exemple regardez au début quand tu fais des crack-boules en 1-29 là dans la montagne des crack-boules, au début c'est dur tu vois. Tu me parles vraiment c'est pas grave. Non mais là je suis avec des gens qui mangent des cartes graphiques qui vont me comprendre. Donc en fait quand tu tapes des crack-boules c'est dur, mais plus tu vas gagner en XP plus ce sera facile. Bah c'est la même chose pour les maths et les langues. C'est qu'une fois que tu as gagné l'expérience, c'est tout droit. Et après, tu pourras te consacrer à des matières qui sont plus difficiles et plus subjectives en réalité, comme la philosophie, l'économie, etc. Bon les gars, faut savoir que j'étais très à l'aise en anglais. J'ai eu 20 sur 20 à l'ESSEC d'ailleurs à l'oral. J'étais à l'aise en anglais, mais du coup, en cours d'anglais, je suivais pas. Je préférais me mettre en fond de classe pour faire des maths ou pour faire des matières faibles comme l'économie, ficher mes cours en fond de classe pendant les cours d'anglais parce que j'en avais pas besoin concrètement. Donc du coup pour respecter un minimum le prof et pas mettre des écouteurs, je mettais des boules caisses pour bosser au fond de la classe. Et d'ailleurs je me rappelle généralement il y a les profs de maths qui venaient après le cours d'anglais et dès que le cours d'anglais se terminait je me levais de ma chaise pour partir au premier rang pour écouter le prof de maths. C'est vrai. C'est très drôle aussi. Le premier concours blanc, donc on s'était jamais rencontrés et une troisième personne avec qui on est très souvent en prépa arrive et bon il arrive, major, du CB0, et vraiment, Mathieu... Ah Mathieu, major CB0. En fait, il avait majoré le premier concours blanc, et en fait, il avait un passif, parce qu'apparemment, il était nul l'année d'avant. Ouais. Et en fait, il est arrivé en cube, premier DS, quoi, major, il se dit, là, les gars, cette année, c'est mon année, je quitte plus la première place. Deuxième DS, il était au fond du trou. Deuxième DS, il avait minoré même. Je sais même pas comment c'est possible. Il est passé de premier de la classe à dernier de la classe en un contrôle. Vraiment, et t'es là, et en fait, et son pull de promo, c'était Major CB0. En fait, c'est ça, c'est qu'on a une culture, c'est que quand tu pars à la guerre, quand tu pars au concours, t'as un pull de promotion. Et derrière toi, on écrit ton surnom que la classe a décidé pour toi, tu vois. Moi, c'était transfuge pour le jeu de mots tran et transfuge. Donc, je suis passé de S à E en filière. Donc, je m'appelais Transfuge. Et notre pote qui avait majoré ce CB-là, bah, son nom, c'était CB0. Major CB0. Mais je pense pas qu'il l'ait mis au concours, celui-là. Je sais pas. Ça devait pas faire très peur. Combien de temps par jour travaillais-tu dans une classe prépa? Combien de temps par jour travaillaient les meilleurs en classe prépa? Alors, il y a une différence. Ouais. Et pour autant, tu veux commencer ou j'y vais? Vas-y, je t'en prie. Ouais, pour le coup, il y a une grosse différence parce qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui finissent pas dans les meilleures écoles. Il y a des gens qui travaillent beaucoup moins mais qui finissent dans les meilleures écoles. Parce qu'en réalité, c'est pas le nombre d'heures qui compte, mais c'est vraiment l'efficacité. Et ça, pour le coup, on avait des techniques assez différentes parce que toi, par exemple, tu rédigeais beaucoup. Enfin, j'ai passé mon temps à te voir en train d'apprendre des cahiers que tu avais rédigés avec t'écrivais tout. Vraiment. En fait, c'est l'histoire de trouver sa méthode. Ouais, c'est ça, t'écrivais tout. Et il y avait d'autres personnes, notre ami dont on faisait allusion juste avant, il commençait à 7h, il terminait à 23h.
Et il déconnait pas. Il minorait. Et à côté de ça, nous on était souvent à la salle de sport, enfin on s'envoyait 2 ou 3 fois à la salle de sport, on faisait des sushis après, on faisait plusieurs fois des petits apéros, des petites soirées. Enfin voilà, on était quand même beaucoup plus chill, on progressait plus vite parce qu'on était quand même plus efficace. Donc je pense pas que ce soit la quantité qui compte, mais c'est vraiment la qualité, ça fait vraiment très... Et en fait, c'est vraiment très spot publicitaire. Mais... Oui, c'est ça, mais en fait, le truc, truc, c'est que c'est trouver la méthode qui marche pour toi. En fait, moi je me levais à 8h pour aller en cours et je terminais aux alentours de 23h. Mais par exemple, je savais que je m'imposais toujours une pause au bout d'un moment. Ouais. Genre, je m'imposais après les cours, je faisais 1 heure de pause ou 30 minutes de pause avant de reprendre le boulot. Toutes les 2h, 2h30, je faisais 15 minutes de pause histoire de prendre l'air, quoi. J'allais dehors, on était en internat. Du coup, j'allais dehors prendre l'air, etc. Mais en gros, ce que je faisais, il disait que je notais tout. Et là, c'est peut-être un conseil qui pourra marcher pour certains d'entre vous. En mathématiques, par exemple, ou même en langue, mais en mathématiques, ça marche particulièrement bien. Quand vous recevez une copie et que vous avez une mauvaise note, le but, c'est pas de se dire, bon, moi j'ai une mauvaise note, on passe au prochain contrôle et on espère avoir mieux. La réalité, c'est que ce contrôle qu'on vous redonne, cette mauvaise note qu'on vous donne, c'est un retour pour vous dire toutes les erreurs que vous avez faites. Et le but, c'est que une fois que vous recevez cette copie, vous devez reprendre cette copie de A à Z, refaire le contrôle et revoir tous les endroits où vous avez fait des erreurs. Et le but, c'est que vous ne les refassiez plus dans le contrôle d'après. Alors comment on fait ça? Parce que ça sonne tout à fait évident de dire ça. Mais en fait, prenez un petit cahier, moi j'appelais ça des carnets de route, et dans chaque carnet, vous écrivez les questions que vous avez rencontrées et ce qu'il ne faut pas faire. Et en fait, par exemple, c'est plus simple de retenir ce qu'il ne faut pas faire plutôt que ce qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai. Et en fait, quand tu vas avoir toute la liste, quand tu vois une question et que tu dis, ok, c'est tout ce que je ne dois pas faire, par élimination, tu vas comprendre en fait c'est quoi la méthode qui va t'amener vers la suite, quoi. Il y a quand même plus, dans les top 5, plus de prépa parisienne qui rentrent des élèves là-bas que les prépas ailleurs. Ça c'est clair. Mais pour le coup, c'est vraiment important parce que j'avais un élève il y a 3 ans qui est devenu aujourd'hui notre prof de management éco-droit, qui était dans une petite prépa, entre guillemets, encore une fois. Et en fait, il était mauvais en culture G initialement. Et avant les concours, je vois quand même qu'il commence à devenir vachement bon, il a bien progressé. Je me dis, bah cool, tu passes toutes les écoles. Et il me dit, non, ma prépa m'a dit de pas passer les parisiennes parce qu'on ne prépare pas à ça, donc si j'ai pas le niveau, j'ai juste mis l'ESCP au cas où. Ouais. Je regarde, je fais, mais pourquoi tu tentes pas de mettre toutes les écoles? Enfin, t'as rien à perdre, tu vois. Arrivent les résultats, 16 de moyenne, 20 en management, 19 en éco-droit, 14 en philo. Il aurait pu être HEC, quoi. Ouais, largement. En fait, il arrive à l'ESCP avec 16 de moyenne, quoi. Ils sont full con, ces profs. Après, il a fini à l'ESCP. Ouais, il a eu l'ESCP, mais du coup, pour le coup, il aurait peut-être pu avoir HEC ou l'ESSEC. Bon, ensuite, la finalité, c'est une très belle école. Mais juste psychologiquement, sa prépa lui avait dit qu'il pourrait pas forcément avoir cette école. En fait, c'est que si jamais tu t'auto-limites, des fois, ça peut être autoréalisateur aussi. Exactement. Et pour le coup, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'élèves de prépa qui cherchent justement de l'accompagnement en dehors de leur prépa ou qui commencent à se renseigner avec YouTube, avec d'autres sites, avec Mission prépa. Mission prépa, exactement. Mais pour le coup, c'est vraiment cool parce que on voit des élèves qui pensaient pas pouvoir avoir des écoles qui finissent à avoir d'excellentes admissibilités, voire d'admission. Pour revenir à un délire un peu plus sérieux, la procrastination, il y a plusieurs choses qui peuvent jouer, il y a plusieurs méthodes que tu peux appliquer, in my opinion. Moi personnellement, aujourd'hui je suis un connard, je suis un streamer, t'as vu, donc je procrastine beaucoup. Mais ce que je faisais, c'est que je partais du principe que s'il y a un truc que je peux faire en 20 secondes, je le fais. Genre si ça peut se régler en 20 secondes, 2 minutes, je le fais tout de suite. Et pas plus tard, genre par exemple si je peux ranger ma table, je le fais tout de suite. Comme ça, genre ça me met dans la condition de me dire je suis dans un environnement de travail, tu vois. Ouais. Et après si si je me prépare un café tout de suite, il y a ta table propre, ton café. 20 secondes encore une fois, ça te fait combien de temps après à mettre tes cahiers sur ta table? 20 secondes. Et là c'est bon. Mais t'es dans le détail là, non, mais fait seconde par seconde. Non mais vraiment en fait c'est qu'après genre si tu te dis en fait finalement 1 heure c'est quoi? C'est un ensemble de 20 secondes. Donc si tu peux faire plein de trucs en 20 secondes, let's go. Non, et après il y avait d'autres trucs, les pauses fréquentes c'était important. Le fait de se laisser une matinée de libre comme moi, ça peut t'aider aussi à te dire que... Vraiment aérez-vous l'esprit, c'est hyper important. Et vraiment, le conseil le plus important pour éviter la procrastination, c'est vraiment d'avoir toujours en tête ne jamais faire demain ce que je peux faire tout de suite. Vraiment, ça c'est hyper important. Parce que sinon, t'accumules du retard. Et parfois, en fait, c'est juste une question de 20 minutes, 30 minutes. Et en fait, tu te dis, je vais le faire demain. Et en fait, demain, t'as d'autres trucs qui se rajoutent. Et en fait, ces 30 minutes-là, ça devient 1h30. Là, ça commence à être tendu.
Mais il y a ça. Et sinon, arrêtez de penser que ficher un cours, ça fait partie de bosser. Parce que... ça me tabasse, ça. Les gens qui passent leur temps. Ils surlignent tout en vœux. Mais je te jure, on l'a tous connu. Les gars, même au lycée, les gars, on l'a tous connu, cette meuf qui avait tous les stabilos du monde, qui fait des fiches, mais de zinzin trop belles et qui a 6 sur 20. C'est clair. Vraiment, t'as des personnes comme ça, elles surlignent tout, mais vraiment tous les mots. Mais ça sert à rien, faut faire des exos. Mais faut faire des exos, faut comprendre la logique de ce que tu surlignes. Ouais, non, c'est clair, vraiment. Et ça, vraiment, arrêtez de penser que surligner un cours, c'est travailler, parce qu'en fait, le temps que tu passes à ficher, à surligner ou quoi, c'est le temps que tu perds. Et en plus, t'es convaincu d'avoir bossé, donc tu prends des pauses parce que tu dis que t'as été efficace. Oh, et que vraiment, t'as passé une grosse après-midi. T'as passé 6 heures à surligner. Tu connais toujours pas le cours et tu sais pas de quoi ça parle, mais au moins, c'est organisé. Tu le retrouves en révision et t'as oublié qu'il existait. Du coup, tu le refiches parce que tu dis que t'as plus le temps de tout apprendre. Et finalement, t'as rien fait. Donc, voilà. L'organisation, c'est super important. Regardez bien vos classeurs aussi. Ouais, mais par contre, vraiment, c'est important de ficher initialement. Mais voilà, ne pas passer son temps à décorer son cours, quoi. Un élève de CT a autant de chances d'avoir une école haut de classement qu'un ECG. Il y a des quotas où il faut que je sois le meilleur de CT. Il y a des quotas officiellement non, mais officieusement, il y a une moyenne en management éco-droit qui est similaire à celle de ESH géopolitique. Donc en fait, comme ils font des gros éventails, en réalité c'est à peu près les mêmes coefficients, donc ça donne à peu près le même nombre de CT par rapport à la proportion initiale de CT. C'est vrai que les ECT, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Honnêtement, moi je les aime bien les ECT, parce que ils ont une épreuve par matière. Ils ont une épreuve d'éco-droit, une épreuve de management, une épreuve de maths, une épreuve de culture générale qui est nouvelle cette année, c'est l'épreuve d'Audencia et qui marche pour toutes les écoles. Donc il n'y a plus HEC, ESSEC, EM Lyon. Maintenant c'est Audencia d'un côté avec que les ECT, donc les ECT sont évalués entre eux, et de l'autre côté tu as les ECG entre eux avec l'épreuve d'HEC et de l'ESSEC. D'accord. Donc en fait, même avec ça, ils font en sorte maintenant qu'il n'y ait plus de gens, entre guillemets, perdants chez les ECT avec cette épreuve de culture générale. Donc même l'épreuve de culture générale qui était commune, maintenant elle a été remise à niveau entre les ECT. Donc pour le coup, il y a autant de chances d'intégrer par rapport à la proportion ECT une des écoles parisiennes qu'en ECG. Et en gros, ça c'est de manière générale pour le maths 1, maths 2 et pour les concours. Déjà, il faut pas abandonner, ne lâcher rien, rester jusqu'au bout de l'épreuve. Et ne serait-ce avant d'attaquer un exo de maths, ça vaut pour la terminale comme pour la classe préparatoire, c'est que lorsque vous lisez, lorsque vous débarquez devant votre contrôle, déjà il y a un aspect mental, c'est que tu viens pas en tant que perdant, tu te dis pas je vais me faire défoncer, viens en disant je vais enculer ce concours. Tu viens, tu te dis, tu pars en conquérant, tu prends ton sujet, tu le lis en entier. Le plus important, c'est vraiment de lire tous les exos et de cocher toutes les questions où tu te dis ça, je sais le faire. Et ton objectif d'ici la fin de l'épreuve, c'est d'avoir répondu à toutes ces questions que tu as cochées. Et il faut pas avoir peur de sauter des questions. Tu t'en fous, si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Mais du coup, le but, c'est de réussir à sécuriser tous les points que tu peux sécuriser. Et c'est ce qui permettra de gratter des points à HEC. Bah ouais, c'est ça, c'est la logique concours. Toujours dites-vous que vous êtes évalué sur l'ensemble de votre copie. Et ça arrive de pas comprendre une partie d'un exercice ou d'être bloqué. Par exemple, à l'EM Lyon ou à l'EDEC, on peut retrouver des questions en maths où il faut montrer quelque chose, on n'en est pas capable, mais derrière, ils admettent le résultat. Non. Donc tu sautes la question. Non, parce que l'EDEC, c'est facile. Parce que l'EDEC et l'EM Lyon, c'est facile. Ouais, c'est vrai. Qu'escroc, va. En vrai, les maths, l'EM Lyon et l'EDEC, c'est scandaleux. Bah ouais, t'as bourriné ça. Mais pour le coup, en fait, ils vont te dire à un moment, montrer que t'es pas capable, en déduire que, et ils te disent que tu dois en déduire. Donc du coup, t'as juste à repartir de la déduction et tu peux enchaîner la suite de l'exercice. Et là, tu coches rien. C'est pas ma merde. Ouais, mais je suis d'accord avec Elika, le plus important, c'est pas la note, c'est le concours. Donc en réalité, ce qui compte, c'est vraiment les notes que tu prendras le jour du concours. Et surtout, très important, ne négligez pas l'informatique en maths. Maintenant c'est Python. Maintenant c'est Python. Ça a encore changé. Putain, à l'époque, mais en plus le pire c'est qu'il y avait Pascal. Après il y a eu Pascal, Turbo Scilab. Pascal, Scilab et maintenant Python. Alors en fait il y a de l'informatique dans les maths et en fait le but c'est savoir programmer entre guillemets dans les grandes lignes des fonctions mathématiques. Mais en fait moi je me rappelle j'avais torché, moi sincèrement. Hein, j'ai eu 20 à l'EDEC, mais je suis quasiment sûr que j'avais 24 sur 20. Parce que, en fait, tu les connaissais par cœur, t'avais fait 40 ans d'anal. Mais en fait, comment ça, mon ref? Comment ça, mon ref? Je les connaissais toutes. Mais en gros, genre, il y a des points d'interrogation qui vont arriver. Mais en gros, j'ai. Comment dire? En fait, il n'y a pas besoin de faire 100% du sujet pour avoir 20 en classe préparatoire. Des fois, tu peux faire juste 60% du sujet. Et tu vas avoir 20 et donc du coup si le reste c'est que du bonus quoi.
et je sais que j'ai eu 20 à l'EDEC, mais j'avais tout fait, y compris l'informatique, et c'est sûr que si on était noté sur plus, Ouais, t'aurais pris des points bonus, Ouais, ouais, c'est ça ça. c'est sûr. Ceux qui sont dans la classe préparatoire et pour les plus jeunes, je pense que ça peut aussi les aider de dénarratiser, de se dire que c'est pas grave de pas avoir les meilleures écoles non plus. Dans le sens où, bien sûr, c'est important d'avoir le top 3, d'avoir ESSEC, HEC, SCP, c'est très bien d'avoir de l'ambition, mais que si, par malheur, t'as eu la 8ème, la 7ème, t'es pas doumètre pour autant, quoi. Ouais, honnêtement, alors, c'est un avis personnel, mais à mes yeux, je pense vraiment que c'est hyper important d'avoir une parisienne si vous voulez faire de la finance ou du conseil strat, parce que c'est vraiment clivant à l'entrée. Mais en règle générale, aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui font des études comme, comme des études commerciales ou d'autres alternatives qui amènent au même style de métier, qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment un nom. Par exemple, il y a combien, peut-être 1000 personnes qui sortent de l'ESSEC par an? Oui. Ouais, donc ça veut dire que sur le marché du travail, tu en as peut-être 30 000 qui auraient potentiellement un CV avec marqué l'ESSEC. Donc c'est plus aujourd'hui juste parce que tu as l'ESSEC que tu passes sur un job ou un autre. Par contre, l'intelligence sociale, relationnelle, la capacité à comprendre les autres, la capacité à bien se vendre aussi, ça je pense que c'est vraiment ce qui fera la différence demain. Donc je pense vraiment que le nom de l'école est hyper important quand vous voulez faire de la finance, du conseil strat. Mais en règle générale, ne vous dites pas que c'est la fin du monde. Pour rester dans le thème de cette année, si jamais vous n'avez pas les parisiennes, parce qu'en réalité, vous avez peut-être beaucoup plus à apporter en termes de personnalité, en termes d'intelligence relationnelle, sociale ou quoi que ce soit. Et ça se juge pas à une école. Donc vraiment, pour moi, c'est vraiment ça aujourd'hui la différence. Oui, c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a plein de métiers où aussi. Moi, j'avais fait des stages chez TF1, chez Facebook, et je voyais très bien que ça se limitait pas à un GAFA. Hein. Ouais. Chez Facebook. C'est énorme, Facebook. Alors, je sais que les gens ils vont se dire MDR, Facebook c'est mort, mais Facebook, les frérots, c'est un grand groupe, c'est Meta. Dedans, il y a Instagram, voilà. Déjà, ça va mettre d'accord tout le monde. Il y a WhatsApp et il y a Facebook. Et il y a encore plein d'autres trucs qui sont. Il y a Oculus aussi. Mais en gros, quand je bossais dans le groupe, je voyais qu'il n'y avait pas que le top 3, il y avait des gens qui venaient d'autres écoles qui étaient vraiment en bas du classement et qui pourtant, il y a quelques individus qui arrivent à se démarquer de leurs écoles et qui finissent dans les grandes boîtes. Hein. Ouais, c'est clair, mais même il y a souvent des personnes, alors je dirais pas souvent non plus, en tout cas il y a fréquemment des personnes qui n'ont pas les meilleures écoles mais qui arrivent à faire de très beaux projets, que ce soit entrepreneurial ou même qui finissent dans des grandes boîtes comme tu l'as dit. Et ça honnêtement ça ne tient qu'à vous. Dites-vous bien qu'en école ça vous donne entre guillemets une base et ensuite c'est à vous de faire en sorte de vous développer, d'être celui que vous voulez être. Quoi. Il y a vraiment toutes les possibilités. Hein. En école, t'as pu, par exemple, toi, tu as pu développer à fond la chaîne tes YouTube, activités. Ouais, c'est ça. La chaîne Twitch, ouais, j'y suis. Et il y a des gens qui passent leur temps en école, par exemple, à sortir, d'autres qui cherchent à avoir un deuxième travail en même temps, d'autres qui cherchent à entreprendre, d'autres qui cherchent à développer leurs médias. Honnêtement, dites-vous bien qu'il y a toutes les possibilités en école et que c'est à vous de choisir qui vous voulez être et ce que vous voulez faire. Quoi. Avez-vous des bonnes techniques pour progresser en langue? Tu seras peut-être meilleur que moi sur ce conseil-là. Il y a un livre qui est pas mal qui s'appelle An Apple a Day. Vraiment, t'as passé ton année avec ce livre-là. Ouais, en vrai, t'étais vraiment un mec à habitude. Hein. Ouais, mais de fou, le pouvoir des habitudes, c'est important. Et An Apple a Day, ça te permet de faire différentes traductions et revoir les règles grammaticales. Ouais. Et après, globalement, je faisais beaucoup d'épreuves. Je faisais beaucoup écrit comme parce que tu step up petit à petit et écrit comme c'est un bon niveau je trouve. Écrit comme c'est sympa pour les thèmes grammaticaux. Ensuite, pour le coup, si je peux donner un conseil en langue, c'est vraiment de vous dire que vous n'êtes pas jugé sur le fait d'être parfaitement bilingue parce que très peu d'élèves sont parfaitement bilingues. Par contre, on vous jugera sur le fait de ne pas faire de fautes et d'avoir une langue qui est maîtrisée. Donc, je pense que le premier conseil à donner à un étudiant qui est mauvais en langue, c'est vraiment de commencer par assumer qu'il est mauvais en langue et reprendre presque les bases en fait. C'est-à-dire parfois même reprendre la conjugaison, reprendre les verbes irréguliers, reprendre les tournures de phrases, la concordance des temps. Mais en fait, si tu as des problèmes là-dessus, tu peux pas avoir une bonne note parce que tu as beau faire des formules super sophistiquées, si à côté tu sais pas conjuguer un verbe irrégulier, t'es cramé quoi. T'es mignon, tu fais un peu de sophisme, voilà, c'est bien. Mais vraiment bosser les bases parce que si vous ne faites pas de faute, vous pouvez pas avoir une note éliminatoire, honnêtement. Et le deuxième point, c'est qu'en langue, ils valorisent beaucoup dans les thèmes la compréhension de la civilisation. Donc en anglais, ça va être par exemple des notions d'actualité. Par exemple, cette année, alors je suis pas du tout prof d'anglais, mais cette année, si j'étais à votre place, j'aurais préparé quand même quelques réflexions sur la reine Elisabeth, sur Harry et Meghan, non, avec c'était sur Netflix, non, ou Prime Video, je sais plus, où ils ont sorti une série par rapport à tout ça. Enfin bref, ça, j'aurais clairement préparé quelques paragraphes là-dessus, quoi.
ou sur Biden et tout ce qui se passe actuellement économiquement parlant. Donc honnêtement, il y a déjà de la civilisation où on peut préparer l'actualité. En général, les sujets tombent sur de l'actualité qui a lieu entre juillet et décembre, janvier. Donc bon, si vous voyez des gros points d'actualité, essayez de préparer des petites réflexions, des petits paragraphes. Comment tu bossais tes maths? Alors comme d'hab, moi je faisais beaucoup les démos, les définitions. Les propriétés, je les révisais, je les redémontrais. Et après, je faisais plein d'exos. Il n'y avait vraiment pas de secret, je faisais plein d'exos. Et en fait, je me contentais pas simplement de faire les devoirs que le prof me donnait. Je faisais 4-5 exos en plus et je lui rendais en DM. En fait, c'était des DM bonus que je lui rendais. Ouais. Et si votre prof, il est... Bonus pour toi, pas pour lui. Ouais, c'est ça. Vraiment, En fait, si votre il prof... était là en mode encore un DM, toi. encore toi, tu me demandes encore des corrections. Il donnait plus d'exos en cours pour pas que tu fasses d'exos en plus. En fait, les gars, je donnais des heures sup à mon prof en fait. Ouais, c'est vrai. En des fait, semaines sup. c'est ça. Genre, il me donnait 4 exos, j'en faisais 10. Et les 6 supplémentaires, je les rendais pour qu'il me les corrige. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'il me rendait mes DM, bah, ça me faisait encore plus d'XP pour me corriger par la suite. Par exemple, des fois, je fais des DM, je fais 6 exos, je vois toutes les fautes que j'ai pu faire. Et comme je vous ai dit, je faisais mes carnets de route où en fait, genre, à chaque fois que je faisais une erreur, je la notais dans un carnet en disant quand il y a ça, faut pas faire ça. Ouais. Et donc, à force de faire ça toute l'année, bah, au bout d'un moment, à chaque fois que je tombais sur une question, je dis ok, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Alors, il me reste quoi dans mon arsenal? Il me reste ça. Il me reste Ouais. ça et ça doit être ça. Mais finalement, t'as un esprit un peu à l'envers. Oui. Tu vois, si je peux pas faire tout ça, alors il me reste ça. T'as fait pareil pour le boulot ou pas? Je peux pas faire ça, Bon, ça, il me reste sur ça. Oui. Bah, voilà. si je veux pas faire tout ça, il me reste ça. C'est ça. Les frérots, bah écoutez, j'espère que ce live vous a plu. Merci Pitchy d'avoir accepté Bah écoute, l'invitation. merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir de faire cette première sur Twitch. Bah écoute, t'as aimé? J'ai sauté vraiment, là j'ai sauté le pas là. Alors t'aimes bien la plateforme? Ouais, franchement sympa, hein, et sympa la petite commu, ils sont vraiment cool. J'ai pas lu tous les messages parce qu'il y en a énormément, mais de temps en temps je jette un coup d'œil et c'est vraiment très cool. Honnêtement, et je vous souhaite à tous bon courage, soit pour Parcoursup, soit pour vos concours, pour vos révisions. Et n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions sur la prépa ou sur les concours. Oui, checker Mission Prépa sur Instagram d'ailleurs. Ouais, si jamais sur Instagram, ça... c'est là où on a notre plus forte communauté. Sur YouTube aussi, on a des vidéos avec des correcteurs, des concepteurs. On a notre site où il y a plein d'articles. Et voilà, en règle générale, un peu TikTok, mais bon, ça, c'est une autre génération pour. Je t'avoue que je suis pas. On va voir les profs dessus. faire des danses. Ouais, c'est ça, ouais, vraiment. Savage love. J'ai abandonné, mais. Ok. Mais merci à tous en tout cas. Et merci Ouais. encore à toi.